tomoni na miso na ndenge mboka Kongo ebongi. Bandeko na ngai oyamba lelo losako na ngai mpona unité oya Kongo tolanda mibeko mya Lumumba ekisasa na Bwassa toyokana. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, on ne va pas parler d'un projet spécifique comme on l'avait fait dans les dernières émissions, mais plutôt porter une réflexion sur la situation actuelle qui est tragique, il faut l'admettre, mais essayer aussi d'y dégager quelques lueurs d'espoir pour l'avenir de l'Afrique et évidemment pour l'honneur de la France. Donc chacun le sait, chacun le sent, les mois qui viennent vont être agités, vont être douloureux, vont être décisifs. Chacun de nous sera mis face à ses incertitudes, face à ses limites. Mais de tous ces remous, de tous ces tourments, des espérances nouvelles, des pensées optimistes peuvent jaillir. Nous sommes à la croisée des chemins et donc tout dépend de ce que nous, individus, allons choisir de faire dans cette situation. Pour préparer le futur, bien sûr, il faut mettre fin aux errements du passé. Et pour atteindre l'objectif d'un monde meilleur, d'un monde de développement mutuel, il faut lever les obstacles. Parmi eux, deux majeurs dont nous allons parler aujourd'hui, l'impérialisme et le malthusianisme. L'avenir du continent africain, le rêve africain, qui ne sont autres que l'idéal profond de justice et de vérité de l'humanité, ne pourra se réaliser qu'une fois ces idéologies nauséabondes évincées. Évincées non seulement des projets de nos dirigeants, mais aussi des cultures et des pensées des gens qui sont dirigés. Alors nous pourrions voire entrevoir la fin de l'impérialisme, du matérialisme, du cynisme occidental. La fin de ce qui façonna le monde depuis des siècles, fomenta tant de guerres, de génocides, de lâchetés, de crimes contre l'humanité. S'il est difficile de l'affirmer, on peut au moins percevoir une chose. De plus en plus nombreux sont les éclairs de raison qui percent l'épais brouillard que nous traversons. Ces fulgurances sont d'abord apparues dans le peuple, parmi les rangs obstinés des manifestants, parmi les citoyens qui veulent s'éclairer, parmi les posts internet qui circulent aujourd'hui de manière virale, et on peut dire que la marche de l'histoire est enclenchée. Mais parmi les élites aussi, on voit des voix discordantes qui commencent à percer l'assourdissant brouhaha de la bien-pensance, et on va justement citer quelques articles qui montrent un petit peu cette clairvoyance qui s'éveille. Et si aucune conversion, comme sur le chemin de Damas, n'est arrivée dans la tête de nos dirigeants occidentaux jusqu'à présent, peut-être que ça va arriver. N'avons-nous pas remarqué que les plus oligarques avancent, courent, sûrs d'eux-mêmes, suffisants, sur le chemin de la gloire et de la préservation de leur pouvoir? Plus leurs pas titubent et se heurtent à ces obstacles, les précipitent irrémédiablement vers la chute, laquelle hâte encore plus le réveil des peuples et la possibilité d'un changement. Il n'est jamais inutile de se rappeler les mots du poète allemand Hölderlin au XVIIIe siècle, grande période de bouleversement également, qui disait que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et ce prononcé 3 siècles avant par un autre philosophe allemand, théologien, scientifique, Nicolas de Cuse, à l'aube de la Renaissance européenne. La vérité se révèle toujours dans la coïncidence des opposés. Alors, regardons un petit peu ces clairvoyances dont je parlais. Un article du journal de l'élite française, l'Express, que je mettrai en lien, qui a été publié et qui s'appelle « Comment la France a perdu pied en Afrique ». Parmi les débâcles évoqués, évidemment la fin de l'opération Barkhane, ou disons soyons plus précis, la mise à la porte de l'opération Barkhane par les autorités maliennes en particulier et burkinabèses maintenant, donc qui a fait un petit peu plus s'effondrer, si vous voulez, la France-Afrique, l'édifice croulant de la France-Afrique. Et pour relever l'ironie tragique de cette histoire, rappelons qu'en 2013, lorsque Bamako avait été sauvé à la demande des autorités par l'intervention française,
beaucoup des parents ont accueilli François Hollande en héros, nommant même leurs enfants. Certains nouveau-nés, malheur à eux, se sont fait appeler Hollande en l'honneur du président français. Donc si l'opération avait pu être à l'époque légitimée par la situation critique du pays, la suite évidemment lui a donné tort. En lieu et place d'une reconquête de la liberté, c'est une reconquête de leur territoire par les terroristes que les Maliens ont gagné, et les soldats français qui malheureusement ont perdu leur vie dans cette aventure désastreuse, avec à la clé une recrudescence des attentats et une expansion des réseaux terroristes dans toute la région du Sahel, jusqu'au Burkina et même en Côte d'Ivoire. Donc certains affirmaient au départ qu'avec seulement 3 milliards et une lutte totale, pleine et entière contre le terrorisme, la victoire était possible, mais force est de constater que ce n'est pas le choix qui a été fait. D'asymétrique, la guerre est devenue d'usure, puis d'enlisement, comme celle du Vietnam en son temps ou d'Afghanistan aujourd'hui. L'exemple américain n'est donc évidemment pas gagnant. On notera le paradoxe suivant: lorsque la guerre s'est déclenchée en Ukraine, les milliards, eux, sont bien arrivés dans les caisses ukrainiennes, massivement, et plusieurs dizaines de milliards. Mais le risque d'un conflit nucléaire généralisé n'a pas fait hésiter les dirigeants français. 2 poids, 2 mesures. Autre signe de débâcle depuis les années 2000, lesquels correspondent à l'accélération de la multipolarisation du monde et au premier forum de coopération sino-africain, les entreprises françaises ont perdu la moitié de leur part de marché sur le continent africain. Et depuis les années 2010, les investissements directs à l'étranger venant de la France en Afrique ont chuté de 20%. Cerise sur le gâteau, des pays comme le Rwanda, le Togo et le Gabon, de dépit, ont carrément rejoint le Commonwealth, autre nom de l'Empire britannique moderne, renommé Global Britain. Enfin bref, rappelons-nous aussi cette phrase de 2007 à Dakar de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qu'on comprend trop bien, et qui est resté dans la gorge des Africains: le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Avec Sarkozy, nous croyions être parvenus au fait de l'arrogance et de la stupidité française. Mais c'était sans compter, bien sûr, sur l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui, on l'a vu dans plusieurs de ses visites en Algérie, à l'époque, quand il est retourné en Algérie pour essayer de réparer les pots qu'il avait lui-même cassés, ayant exprimé son doute sur le fait, je cite, qu'il puisse exister une nation algérienne avant la colonisation. Donc voilà, malheureusement, il est reparti bredouille d'Alger et ses excuses ne sont pas tout à fait passées. Un jour, il dénonce un crime contre l'humanité de la France et le lendemain, il dit que ça a été un mariage avec quelques accidents de parcours. Bon, bref, on voit bien l'irrationalité et l'arrogance et la bêtise surtout de ce président. Donc Paris, évidemment, la France n'est plus respectée. Et la France détient là-bas, je parle de l'Algérie, 10% des parts de marché. Elle y a été d'ailleurs récemment supplantée par la Chine avec 16%. Donc, et dans les classements internationaux, la France est tombée au 9e rang des partenaires les plus bénéfiques pour l'ensemble du continent africain. On voit bien la situation. Donc tels sont les revers du mépris, ou au mieux de la condescendance. Emmanuel Macron s'est également rendu au Cameroun, rappelez-vous. Non pour s'excuser des erreurs du passé, les massacres qui ont été commis par l'armée française, mais les ministres pour contrecarrer la politique officialisée par le ministre de la Défense russe et camerounaise qui avait signé un accord de coopération militaire. Une claque de plus pour la France-Afrique après la débandade en Centrafrique au profit de la Russie et les opérations de communication ou de propagande désespérées contre le groupe Wagner. Moscou est, quant à elle, devenu en quelques années le premier fournisseur d'armes du continent à hauteur de 44% des parts de marché. Est-ce une bonne chose? Je ne le crois pas. En tout cas, la situation est bel et bien celle-là. Alors je cite l'Express. Voyons, c'est intéressant. L'Hexagone, autrefois dominant, c'est aujourd'hui la Chine le patron. Premier fournisseur de marchandises dans une trentaine d'États, l'Empire du Milieu est aussi le chef de chantier du continent. Il construit à tout va. Parmi ses contrats figure le Grand Théâtre National de Dakar, le port en eau profonde de Kribi, au Cameroun, l'autoroute vers l'aéroport de Nairobi, au Kenya, l'Iconic Tower, 394 mètres, en cours de construction à 45 km du Caire,
celle-ci deviendra le plus haut gratte-ciel de l'Afrique. Fin de citation. De l'Express, le journal Express. Alors qu'a donc fait la France depuis les années 60 ? À quoi ont servi les centaines de milliards d'euros déversés dans le cadre de l'aide publique au développement ? Sans entrer dans le détail de ce qui est devenu une vaste arnaque au profit des cartels industriels européens, il est intéressant d'apprendre, dans un écrit d'ailleurs publié dans une revue économique et écrite par François Asselineau, qui s'appelle « La France va-t-elle être évincée de l'Afrique ?» Il est intéressant d'y apprendre qu'avec l'élargissement de l'Union européenne, de 12 pays à 28, si les versements de la France à la Commission européenne ont considérablement augmenté, c'est au détriment de l'aide publique au développement, à destination des pays les plus pauvres. Ainsi, en 2020, parmi les 12 milliards d'aide au développement consacrés par la France, 19% ont été immédiatement captés par la Commission européenne dans le cadre de l'aide européenne au développement. Seuls 8 milliards ont donc relevé de l'aide bilatérale, dont 3,6 milliards pour le continent africain et 2,9 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Or, comme la contribution nette de la France au budget de l'Union européenne est de 12 milliards, elle octroie 4,2 fois plus de fonds aux 17 États européens qu'aux 24 pays d'Afrique inclus dans l'aide publique au développement, pourtant beaucoup plus dans le besoin. Mais on sait que l'aide publique au développement, ce n'est pas le but. Le but n'est pas le développement, mais le contrôle. Donc, toujours l'Express qui pointe son doigt sur un autre fléau. Donc, j'en ai parlé, d'abord l'impérialisme, aujourd'hui qui s'effondre, soyons clairs, c'est reconnu aujourd'hui, même dans certains médias français. Et le deuxième, comme je l'ai dit au début, le malthusianisme. Donc, l'Express, toujours, consacre un dossier, en effet, à Paul Ehrlich. Alors, très peu connu du grand public. Qui est-il ? Alors, c'est celui qui renouvela la pensée malthusienne, donc de Malthus, dans les années 70, inaugurant une nouvelle ère de peur démographique, annonçant des famines gigantesques de plusieurs centaines de millions de personnes en raison, selon lui, de l'augmentation de la population. Il fit, bien entendu, partie du Club de Rome, de ceux qui dévièrent l'imaginaire populaire, le faisant passer d'un optimisme pour le progrès à un pessimisme mortifère et une peur collective des êtres humains. Tout parti de son livre « La bombe P » pour la bombe démographique, Population Bomb en anglais, paru en 1968, l'ouvrage reprenait les cyniques thèses pseudo-scientifiques de l'économiste anglais Thomas Malthus, dont l'Empire britannique, avec non moins de cynisme, s'était servi pour maintenir sa mainmise économique sur le monde 2 siècles auparavant. Ainsi, on peut lire dans l'Express, je cite, « À la fin du XVIIIe siècle, l'économiste anglais assurait que la contradiction entre une croissance démographique qu'il jugeait exponentielle et des ressources alimentaires limitées condamnait l'humanité à des catastrophes perpétuelles, sauf à réguler les naissances. Malthus a rapidement été démenti par la révolution agricole. » Fin de citation de l'Express. Donc voilà, Malthus avait tort. Mais Malthus allait plus loin en son temps. Il suggérait la chose suivante, écoutez bien. Plutôt que de recommander la propreté aux pauvres, nous devrions construire les rues plus étroites, loger plus de gens dans les maisons et aider au retour de la peste. Bon, c'est radical, mais c'est la pensée de Malthus. Alors, Ehrlich, lui, alla encore plus loin. Paul Ehrlich, au XXe siècle. Il imagina la diffusion de produits stérilisants dans l'eau courante et les aliments de base, tout simplement. On est au XXe siècle. Et dans son engouement, il poussa le vice jusqu'à médiatiser sa propre vasectomie. C'est-à-dire, il ne voulait pas se reproduire, et il s'est fait opérer publiquement, en rendant public, en le médiatisant, sa propre stérilisation. Bon. L'Express donc précise que lors d'un voyage en Inde, dans ce qu'il est lui-même appelé une nuit chaude et puante à Delhi, Ehrlich demanda à imposer la vasectomie à tous les Indiens ayant déjà plus de 3 enfants. Plus, c'était pas suffisant, un triage de l'aide alimentaire, afin de laisser plus rapidement les plus désespérés mourir de faim. C'est lui qui lança la campagne pour une croissance zéro de la population en 1977, afin d'éviter le grand remplacement des Américains par les Mexicains. Déjà la théorie du grand remplacement qu'on entend revenir aujourd'hui. Donc Ehrlich avait des adeptes en France. On va en citer qu'un, plutôt célèbre, René Dumont,
qui fut candidat à la présidentielle française en 1974. Je cite toujours le journal L'Express. Dans L'Utopie ou la mort, 1973, convaincu que le tiers du monde est condamné à la misère perpétuelle, René Dumont évoque aussi des mesures autoritaires, de l'avortement obligatoire à la mise en place de quotas de naissance. Bon, voilà qui est clair. Choquant, certes, mais toujours d'actualité. N'a-t-on pas entendu l'ancien président français Nicolas Sarkozy, oui encore lui, appeler en 2016 à ce que je cite Sarkozy, la communauté internationale prenne en main le premier problème de la planète, qui est celui de la démographie mondiale. Et dire, je rajoute Sarkozy, la réalité de l'Afrique, c'est une démographie trop forte pour une croissance économique trop faible. Une croissance économique trop faible, à qui donc la faute, peut-on poser la question. Et, encore plus récemment, Emmanuel Macron, toujours lui, en visite au Nigeria, en 2018, rappelez-vous, quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7 ou 8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Ça, c'était Macron. Et on a encore dans le journal Le Monde, récemment, citation de Denis Meadows, physicien, co-auteur du rapport du Club de Rome, toujours lui, sur les limites à la croissance. Je cite, « Il faut mettre fin à la croissance incontrôlée, le cancer de la société ». Donc voilà, ça c'est le malthusianisme. Donc on sait bien que le problème n'est pas la surpopulation. Il n'y a de surpopulation nulle part. Mais c'est le sous-développement. Ce sous-développement qui est lui-même organisé par ces impérialistes. Et c'est bien ce que ce masque idéologique des plus hideux, qui est le malthusianisme, essaye de cacher réellement. Un malthusianisme qui a été démenti par l'histoire et par la nature elle-même, comme le montre notamment une vidéo que je mettrai en lien ou que vous pouvez trouver sur Internet de Benoît Odile, donc qui s'appelle, sur YouTube, La croissance infinie, ça ne va pas plaire aux collapsologues. Et voilà, et on vous recommande donc cette vidéo, on mettra un petit lien. Évidemment, tout cela, Paul Ehrlich ne s'en rend pas compte, myope évidemment sur le progrès humain, nous dit l'Express, il avait évidemment raison sur le réchauffement climatique. Mais, bon, sait-on jamais, peut-être que demain l'Express nous dira que finalement les thèses sur le réchauffement climatique aussi c'était une erreur. Peut-être qu'avec le temps, sait-on jamais. Il y a plusieurs vidéos sur Internet que je mettrai en description qui prouvent cela. Donc, si on arrive à se libérer justement de cet impérialisme et de ce malthusianisme, on va pouvoir déjà lever les obstacles. Mais ce ne sera pas suffisant. Je pense qu'il faut aller encore plus loin. Et un des points sur lesquels je voulais insister aujourd'hui, c'est la décolonisation de l'histoire universelle. Parce que si on veut bâtir un futur commun, il faut décoloniser l'histoire universelle. D'abord, une citation de Friedrich Schiller, le poète allemand. Je cite, « Le domaine de l'histoire est vaste et fécond. Il embrasse tout le monde moral. Il est une vocation qui vous est commune à tous tant que vous êtes, que vous avez apporté au monde en naissant, c'est celle de vous développer et de vous former comme homme, et c'est à l'homme que parle l'histoire. » Donc, décoloniser l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, cette vidéo que j'avais fait en hommage à Louise Marie Diop Maes, donc qui est mort en 2016. Voilà. Et donc qui était professeur certifié d'histoire et de géographie et docteur d'État en géographie humaine. Et elle fut la femme française de l'un des plus grands hommes politiques et scientifiques du XXe siècle, le Sénégalais Cheikh Anta Diop, mort en 1986. Les deux intellectuels se marièrent en 1953 et furent à l'origine de nombreuses découvertes dans les champs aussi divers que l'histoire universelle, la linguistique, la science et bien d'autres. Et lorsque nous avions fait cette présentation sur l'histoire des civilisations africaines et sur l'Égypte des pharaons noirs, cette vidéo qui a circulé aujourd'hui énormément, plus de 3 millions de vues sur Facebook, a connu vraiment un réel engouement parce qu'elle touche à quelque chose de profond quant à notre perception, nous-mêmes Européens, de la civilisation et de l'histoire universelle. C'est-à-dire qu'on sait quelque part qu'il y a une falsification consciente de l'histoire humaine afin de légitimer justement cet impérialisme, ce matérialisme, cette traite négrière et évidemment le malthusianisme. Donc on peut dire qu'à cause de son ignorance,
c'est l'Europe, malheureusement, l'Occident, qui n'est pas encore rentré dans l'histoire. Et tout ça a été reconnu, et c'est ce que je dis dans cette présentation, par le comte de Volney, déjà au XIXe siècle, dans un livre intitulé « Voyage en Égypte et en Syrie », justement cité par Cheikh Anta Diop dans Civilisation et barbarie, et qui synthétise finalement ce malaise. Je cite. « J'étais tenté de l'attribuer au climat, lorsque, ayant été visiter le Sphinx, donc le Sphinx en Égypte, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractérisée nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote, où il dit « Pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens parce que, comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » Ayant visité le Sphinx et voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, il n'y avait aucun doute. Les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres de l'espèce de tous les naturels de l'Afrique. Il fallait donc se résoudre à penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Donc, voilà, un des pires secrets gardés des élites occidentales jusqu'à aujourd'hui, à grand renfort d'experts de mauvaise foi. Parce que, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que le chemin qui mènera l'humanité vers la paix, celui-là même qu'il est décisif d'enfourcher d'un bon pas aujourd'hui, passera par le dialogue des civilisations. Et donc l'étude de l'histoire universelle est importante. Rétablir la vérité sur l'histoire africaine fait partie des ardentes nécessités de notre époque. Or, à ce carrefour où nos grands destins se jouent, cette vérité est en train de se frayer un chemin. Non seulement une route en Afrique, mais un sentier en Occident. Le musée du Louvre à Paris vient de consacrer en juillet l'an dernier une exposition « Les pharaons des deux terres », retraçant les pharaons noirs de la 25e dynastie au 8e siècle avant Jésus-Christ. Bon, bémol en considérant que c'était une parenthèse, mais reconnaît en fait l'existence de dynasties de pharaons noirs en Égypte, ce qui permet d'ouvrir un débat. Mais non seulement il y a eu ça en France, mais aux États-Unis, le Met, le fameux musée de New York, a consacré toute une conférence donc, qui s'appelle « Les origines africaines de la civilisation » et dans lequel, je cite, « Les universitaires reconnaissent aujourd'hui que l'Afrique est la source de nos ancêtres communs, mais en 1974, l'érudit et humaniste Cheikh Anta Diop a choqué et mis au défi les historiens en affirmant l'influence des anciennes civilisations africaines dans son ouvrage révolutionnaire intitulé « Antériorité des civilisations nègres, mythe ou réalité ». Cette exposition rend hommage à Diop en présentant des chefs-d'œuvre de collections du musée provenant d'Afrique occidentale et centrale aux côtés d'œuvres d'art d'Égypte ancienne pour la première fois dans l'histoire du Met. Pour la première fois dans l'histoire du Met, du musée de New York. Comble de la surprise, cerise sur le gâteau, le journal français L'Obs, cette fois, publie dans un article intitulé « L'Afrique, un continent plein d'histoire ». Ah, tiens, ça arrive. Signé François Reinert, et qui commence ainsi. Qui savait qu'au XVe et XVIe siècle, on lisait, pensait, enseignait Aristote à Tombouctou? Qui avait conscience que la grande déportation de millions d'esclaves par la traite atlantique, au moins dans ses débuts, réussit à prospérer non pas, comme on le dit trop, grâce à l'absence d'État fort en Afrique, mais au contraire parce qu'il en existait de puissants. L'inculture de la société, fin de citation. L'inculture de la société dite moderne n'a vraiment d'égal que son arrogance, mais qu'importe qu'il écorche la plume de celui qui les publie, les mots sont bien là. Un mot aussi sur François-Xavier Fauvel, archéologue, historien, élu à la première chaire consacrée à l'histoire de l'Afrique au Collège de France, qui a écrit le rhinocéros d'or, et donc qui a écrit dernièrement une autre œuvre, justement, qui met fin au mythe rousseauiste du bon sauvage. Je le cite. « L'Afrique a une histoire tumultueuse, riche, avec ses civilisations et ses empires qui sont nés, ont prospéré, sont morts pour laisser place à d'autres royaumes et d'autres empires, d'autres formes d'organisation humaine. Sortons-nous enfin de cette époque néocoloniale, celle-là même qui faisait encore dire dans les années 60 à l'universitaire britannique, encore, Hugh Trevor Roper, qu'en Afrique, il n'a rien d'autre que l'histoire des Européens. » Donc, pour François-Xavier Fauvel et Anne Lafont, qui viennent de publier un ouvrage « L'Afrique et le monde, histoire renouée de la préhistoire au XXIe siècle », il dit « Cette idée d'une Afrique sans passé va de pair avec une autre, celle d'un continent qui, depuis la nuit des temps,
et jusqu'à la colonisation, serait resté isolé dans son ancestralité immuable, sans le moindre contact avec le reste de la planète, jusqu'à ce qu'enfin il soit découvert par les valeureux explorateurs blancs du XIXe siècle. Eh oui. Fin de citation. Fallait-il donc attendre le XXIe siècle pour que l'on découvre que l'Afrique fut le berceau de l'humanité ? Humanité au sens de ce qui fait de nous des êtres non pas simplement vivants, mais des êtres pensants, créatifs. Pour terminer, pour ceux et celles qui voudraient réellement découvrir l'histoire de l'Afrique noire pharaonique, nous vous conseillons l'excellent livre de Lissapo Yakama, L'Afrique pharaonique, 3500 ans d'apogée historique du monde noir, qui est paru récemment, passionnant, dédié à Cheikh Anta Diop, et vous voyagerez dans le temps jusqu'à 7 millions d'années pour rencontrer Toumaï, le plus vieil hominidé connu à ce jour, montrant que nous sommes tous des Africains, n'en déplaise à nos ancêtres les Gaulois. Vous découvrirez les premiers signes du comportement élaboré chez l'humain moderne, entre moins 174 000 et moins 164 000 en Afrique du Sud, sur le site de Pinnacle Point. Les premières manifestations de l'art et de la science. Vous apprendrez que le plus ancien témoignage de calcul numérique a été exhumé au Swaziland, en Afrique australe, et daté de 35 000 ans avant Jésus-Christ, un perronnet de babouins avec des encoches très visibles. Le livre vous emmènera sur les traces des Nubiens, peuple situé dans l'actuel Soudan. Ce sont eux qui sont à l'origine de la civilisation pharaonique. Vous pourrez suivre Naré-Mari, qui conquit le delta du Nil et l'unifia au nord de la Nubie, pour créer la première dynastie de l'Égypte unifiée vers l'an 1000 de l'ère africaine, soit vers 3200 avant l'ère occidentale. Il était noir et il fut le premier des pharaons. Enfin, remontons le temps des pharaons au fil des dynasties. Vous rencontrerez Djoser, souverain de la 3e dynastie, accompagné de son premier ministre Imhotep, le plus grand savant noir de l'époque et le père des pyramides, et d'autres émerveillements encore. Pour conclure, citons notre ami de toujours, Cheikh Anta Diop, dans Alerte sous les tropiques. Le nègre ignore que ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Que ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier, la médecine, l'architecture, l'agriculture, à une époque où le reste de la Terre, Asie, Europe, Grèce, Rome, était plongé dans la barbarie. Voilà pour conclure cette émission, voilà, qui se fait en toute simplicité pour amener des éléments de réflexion. Donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et d'ici à la prochaine émission, je vous dis amusez-vous bien.